Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire qui va commencer dans quelques instants. Webinaire consacré aujourd'hui à la prévention de clusters en entreprise. Alors nous allons patienter quelques instants, le temps de laisser le temps à tout le monde de venir et de s'installer sur la plateforme de webinaire. Installez-vous confortablement, nous allons commencer d'ici 3-4 minutes. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire de rentrée consacré à la gestion des clusters. Alors, l'outil fonctionne mieux avec Chrome. Si d'aventure vous rencontriez des difficultés de son ou d'image, Chrome reste l'outil privilégié sur cette plateforme Livestorm. Bonjour à tous. Quand vous nous regarderez en replay, je vous invite à avancer de 3-4 minutes le début de la vidéo pour ne pas avoir à subir mes messages d'attente. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Bienvenue à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire qui va bientôt commencer. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette rentrée sous ce format, encore une fois à distance évidemment, sous forme de webinaire, en attendant de pouvoir retrouver le plaisir de vous retrouver en vrai, en chair et en os, dans des circonstances plus propices au rassemblement. Bonjour à tous. Bienvenue aux personnes qui sont en cours de connexion sur l'outil de webinaire. Bienvenue à tous. Alors, nous allons commencer dans quelques instants, le temps de laisser les participants arriver et se connecter. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Nous avions organisé un webinaire sur le télétravail. Vous y retrouveriez tous les conseils et les bonnes pratiques pour vous installer confortablement à votre poste de travail. Prévoyez un verre d'eau, un café, un thé. Ce webinaire va durer environ 1 heure. 1 heure avec nous, en espérant que nous répondions à vos questions durant ce temps. Bienvenue à tous. Alors, nous allons répondre à vos questions au fur et à mesure de l'intervention, soit par l'intervention de nos experts, soit par écrit, par l'une ou l'autre personne ici présente. Nous essaierons de répondre à vos questions et bien évidemment, il y aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Encore quelques instants de patience avant de commencer. Bienvenue à tous. Soyez ici comme chez vous. Nous allons bientôt commencer. Bonjour à tous. J'espère que pour tout le monde, la connexion est correcte, que vous nous entendez et vous nous voyez. Au pire, vous ne nous voyez pas, c'est pas bien grave, mais au moins que vous nous entendiez correctement. Je rappelle que Chrome reste l'outil privilégié pour cette plateforme, même si il devrait fonctionner avec les autres navigateurs aussi. Écoutez, je vous propose de commencer. Allons-y. Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2020 et ce webinaire vous est proposé par Alsace Santé au Travail, le service de santé au travail du Bas-Rhin. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons animé une vingtaine de webinaires dédiés sur des sujets tels que la reprise d'activité, le télétravail, les masques, évidemment, l'ergonomie, j'en parlais à l'instant, la qualité de vie au travail,
Et tous ces webinaires, vous les retrouvez en replay sur notre site internet ast67.org ou bien sur notre chaîne YouTube. Alors cet après-midi, ce webinaire est consacré à la prévention des clusters de Covid-19 en entreprise et je suis ravie d'accueillir les près de 170 personnes qui sont intéressées par le sujet. Alors, je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST67. Avec nous cet après-midi, Dr François Sigel, médecin du travail et médecin coordinateur d'AST67, et Denis Ricat, le référent Covid pour AST67. Alors, pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous répondrons au fil de l'eau, soit par nos interventions, soit par le fait d'un échange de questions-réponses avec vous. Ce webinaire est enregistré, il durera environ 1 heure et le replay sera dispo sur notre chaîne YouTube et le support, le PowerPoint, sera disponible en téléchargement sur notre site internet d'ici la fin de la journée. Écoutez, c'est parti. À la rentrée, pas de cluster pour les travailleurs, sérieux. Alors, avant toute chose, on récapitule. Oh, pardon. Avant toute chose, je vais un petit peu vite. Je m'emballe. Je vais commencer par le commencement. Denis Ricat, donc ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Denis Ricat va commencer par décortiquer les changements importants du dernier protocole sanitaire, dont une mise à jour a encore été effectuée la semaine passée, protocole sanitaire qui vise à assurer la sécurité et la santé des salariés. Et quant à elle, Dr Françoise Sigel fera un focus sur la prévention des clusters en entreprise et des conduites à tenir face à des cas contacts, des cas confirmés, des cas suspects. Voilà. Une fois que c'est dit, je peux continuer par récapituler. Donc, récapitulons des choses que vous connaissez déjà. Comment se transmet le virus? Alors, il y a 4 facteurs principaux. Par contact direct avec une personne infectée à moins d'1 mètre, donc en faisant une bise amicale, en serrant une main tendue. C'est pourquoi il est tellement important de respecter la distance de moins 1 mètre avec toute personne. Par des gouttelettes contaminées qui sont inhalées par une personne saine, donc lors d'une toux, d'un éternuement ou lors d'une discussion avec une personne contaminée sans masque. Et vous aurez alors là compris tout l'intérêt de la distance et du port du masque dans ce cas de figure. Par contact indirect, via des objets ou des surfaces contaminées par une personne porteuse. C'est le cas des poignées de porte, des barres de métro, des boutons d'ascenseur, ce qui explique l'importance de se laver les mains régulièrement et de porter un masque. Et puis par aérosol, et là c'est la nouveauté de ces dernières semaines, le virus survit dans l'air et notamment dans les espaces confinés, ce qui rend d'autant plus important le port du masque en entreprise, ce qui nous concerne aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise, et l'aération, la ventilation des locaux. Donc, ce virus est-il dangereux? Oui, ce virus est très contagieux. Une personne peut contaminer jusqu'à 3 personnes et se porter aussi bien que d'habitude. C'est pourquoi la prévention se doit d'être collective et donc anticipée avant tout. Ce sont les principes de base de ce que nous appelons la prévention primaire, le fameux « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, se protéger pour protéger les autres, il s'agit donc de respecter cette triade que nous connaissons tous parfaitement bien aujourd'hui et que nous devons continuer d'appliquer. Les gestes barrières, on éternue dans son coude, on se lave les mains fréquemment, on évite de se toucher le visage, on se salue avec le pied ou avec le coude, mais sans tomber, on garde l'équilibre. On respecte une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne, en tout cas à chaque fois que cela est possible. On porte un masque en entreprise, dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, dans la rue, dans de plus en plus de villes, même s'il fait chaud et même s'il embrume nos lunettes. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, 1/3 des clusters sont des clusters d'entreprise. On reviendra plus tard avec Dr Sigel sur les conséquences pour l'entreprise qui, vous vous en doutez bien, ne sont pas tout à fait anodines. Les chiffres au comptage d'hier, chaque jour, le gouvernement sort des chiffres. Donc, hier, on comptait près de 450 000 cas confirmés. Évidemment, on teste de plus en plus.
un taux de positivité en augmentation régulière et une tendance générale à voir tous ces chiffres augmenter depuis maintenant plusieurs semaines. Donc maintenant que les bases sont posées, les bases de ce webinaire sont posées, Denis Ricat, je vous invite à nous détailler les éléments du dernier protocole. Merci Gaëlle. Alors effectivement, depuis le 1er septembre, un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs a été diffusé par le gouvernement et il se substitue aux différents protocoles nationaux de déconfinement qui ont vu le jour à partir du mois de juin et tout cet été. Alors, à la lecture de ce nouveau protocole, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de nouveautés, et c'est l'objet là de mon intervention et de ce webinaire. Et donc, je vais vous détailler les principales mesures que l'on retrouve dans ce protocole, les mesures concernant le télétravail, d'autres mesures sur le port du masque et les précisions concernant la distanciation physique. Et je terminerai par le rôle du référent Covid et les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Alors, nous parlons donc de télétravail. Pardon, là aussi je m'emballe, Gaël, fonçons. Donc, ce nouveau document, avant de rentrer dans le vif du sujet, présentons-le. Ce nouveau protocole est donc un document de référence établi par le ministère du Travail. Et il constitue la norme sanitaire applicable dans les entreprises. Il rappelle pour cela l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, les principes généraux de prévention et la nécessaire évaluation des risques qui en découlent. Ce protocole a été diffusé une première fois le 31 août, il a été réactualisé le 17 septembre, pour prendre en compte notamment la période d'isolement ramenée de 14 à 7 jours, plus quelques petits changements de dernière minute. Alors, dans ce protocole s'applique à toutes les entreprises avec un certain nombre de recommandations qui donc s'imposent à l'employeur dans le cadre de son obligation en matière de santé et de sécurité. Donc l'employeur, dès le 1er septembre, prend une note de service pour décliner dans l'entreprise les obligations relatives au port du masque. Puis ensuite, il engage un travail de réflexion et une analyse rigoureuse des risques en association avec les représentants du personnel et en lien avec les services de santé au travail, de manière à pouvoir adapter les moyens de prévention déclinés dans l'entreprise conformément à l'ensemble des recommandations du protocole. Cette déclinaison opérationnelle doit être réalisée ensuite après dans les meilleurs délais suite à l'analyse de risque. Alors, dans le protocole, le télétravail apparaît comme un moyen de lutte contre le coronavirus et la Covid-19. Donc, on sait que depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a encouragé toutes les entreprises à avoir recours au télétravail dans la mesure du possible. Et au plus fort de l'épidémie, au printemps dernier, c'était même devenu la norme à appliquer dans toutes les entreprises dès lors que cela était possible. Depuis, le télétravail n'est plus la norme, c'est les conséquences du déconfinement. Cependant, il reste une pratique recommandée étant donné qu'il constitue en soi une démarche de prévention. Donc, compte tenu de la situation actuelle, et Gaël vient de nous le rappeler, avec une circulation du virus qui continue, voire s'accentue, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et en même temps garantir la protection des salariés. Alors, je voulais préciser que dans ce cadre-là de démarche de prévention, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier. Alors, pour les entreprises qui adopteraient une forme de télétravail,
eh ben, pour les entreprises pour lesquelles le télétravail ne pourrait pas être possible, autant pour moi, il convient alors à ce moment-là à l'employeur d'assortir le travail présentiel avec un certain nombre de mesures de protection complémentaires pour assurer des conditions de sécurité renforcées. Et c'est là tout l'objet de ce protocole, c'est de dire que lorsque le télétravail n'est pas possible, alors comment assure-t-on la protection des salariés sur leur lieu de travail? Donc, on va l'assurer ou l'employeur va l'assurer en mettant en place un certain nombre de mesures organisationnelles qui visent à limiter les flux de déplacement, les regroupements, les croisements de personnes également au sein de l'entreprise, par exemple en séquençant les process, en réorganisant les espaces de travail, éventuellement en aménageant les tranches horaires. Et puis l'employeur peut également donc accompagner le travail présentiel avec une jauge qui va définir le nombre maximum de personnes, j'entends par personnes aussi bien des salariés, mais également des clients, des prestataires, des fournisseurs. Donc une jauge qui va fixer ce nombre maximum de personnes présentes en même temps dans un même espace. Exemple, salle de réunion. Et ceci afin de permettre le respect des règles de distanciation. Alors, on parle de télétravail qui jusque-là était essentiellement réservé pour les personnes vulnérables, mais qui sont-elles, ces personnes vulnérables, et surtout, peuvent-elles maintenant continuer à bénéficier du dispositif de chômage partiel ou doivent-elles reprendre le travail et nécessitent-elles des mesures de protection spécifiques? Alors, juste avant la parution de ce protocole, la veille, je crois, le 29 août exactement, un décret est apparu et qui fixe les nouveaux critères de vulnérabilité permettant d'identifier les salariés qui présentent un risque de développer une forme grave de l'infection au virus du Covid-19. Ces critères ont évolué donc le 29 août, applicables le 31. Vous les avez ici à l'écran. Il en reste 4 grandes familles sur les 11, je crois, qu'il y avait précédemment. Pour ces personnes qui répondent à l'un de ces critères, là aussi, le télétravail doit être privilégié lorsque c'est possible. Lorsque ce n'est pas possible, l'employeur doit prendre des mesures de protection complémentaires pour le travail en présentiel de ces personnes, avec la mise à disposition là, de masques chirurgicaux. L'employeur va vérifier ou s'appliquer à vérifier également l'application rigoureuse de l'hygiène des mains et peut également aménager le poste de travail de la personne concernée. Alors l'aménagement peut te traduire par exemple avec un bureau dédié ou en limitant le risque avec l'installation par exemple d'un écran de protection. Si un salarié de l'entreprise donc souffre de l'une des pathologies que vous voyez actuellement sur votre écran, alors il peut être aussi placé en chômage partiel. Pour cela, il doit transmettre à son employeur un certificat d'isolement qui aura été établi par son médecin traitant. Qui dit personne vulnérable dit également personnes qui vivent avec une personne vulnérable. Ces personnes vivant avec une personne répondant à ces critères ne bénéficient plus du dispositif de chômage partiel. Donc là aussi, le télétravail doit être favorisé autant que possible pour ces travailleurs-là. Alors, je vous rappelle que les personnes vulnérables peuvent bénéficier de 10 masques gratuits par semaine à chercher en pharmacie à condition qu'ils aient été prescrits par un médecin au préalable. Voilà donc pour la partie télétravail et télétravail appliqué aux salariés vulnérables. Merci Denis. Un point maintenant sur le port du masque. On a bien entendu que le port du masque était obligatoire en entreprise depuis maintenant le début du mois de septembre. On refait un point avec vous. Quelles sont les dérogations possibles ? Alors effectivement, le protocole
insiste beaucoup sur le port du masque qu'il rend systématique et non obligatoire. La petite nuance, on va la voir, c'est que il y a effectivement des exceptions et des cas particuliers. Mais l'usage du port du masque en entreprise on va dire maintenant se généralise et il fait suite à l'actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosol, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Gaël, et suite également aux recommandations du Haut Conseil en santé publique, et recommandations qui datent du 14 août dernier. Alors, le port du masque dans le texte du protocole se généralise ou en tous les cas est systématique dès lors que les salariés, les travailleurs exercent sur des lieux de travail clos et partagés. Alors, on entend par lieu de travail clos ou partagé tout ce qui est du style de salle réunion, open space ou bureau partagé, mais également les couloirs, les vestiaires. Donc, on voit que cela va désormais bien au-delà des seuls établissements recevant du public dans lesquels les masques étaient au préalable obligatoires. Donc, les salariés sont donc désormais tenus de porter des masques qui couvrent à la fois le nez, la bouche et le menton. Et ces masques peuvent être donc des masques de type grand public, de préférence réutilisables. Ils doivent répondre à des spécifications de la norme AFNOR S76-001. Mais ce peut être également aussi des masques importés, les fameux masques jetables, qui répondent aux spécifications des différents organismes de normalisation. Alors, le masque est rendu nécessaire. Alors, pas le masque que vous voyez à l'écran, hein, parce que celui-ci, il vous protège de l'anonymat, mais c'est à peu près tout. Non. Le masque chirurgical, le masque grand public est rendu nécessaire. Cependant, il ne vous dispense pas des gestes barrières du type lavage des mains, flux de circulation dans l'entreprise. Il ne vous dispense pas non plus de la distanciation physique qui doit être d'au moins 1 mètre entre les personnes. Dans le texte, il est d'ailleurs précisé que le masque doit être porté en extérieur lorsque cette distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Donc, on a port du masque plus geste barrière. Ça veut dire donc que maintenant, le masque, tel qu'il est, tel que son usage est préconisé par le protocole, est assimilé à un équipement de protection individuelle, en abrégé un EPI. Vous savez que l'employeur a l'obligation de prendre en charge la fourniture des EPI qui doivent être adaptés au risque. Et bien, cette règle s'applique dans le cadre de la prise en charge des masques aux masques fournis pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19. D'ailleurs, je vous rappelle que les pouvoirs publics recommandent à toutes les entreprises depuis le mois de juillet de se constituer un stock de masques suffisant pour couvrir les besoins de l'entreprise sur 10 semaines à venir. Les masques à utiliser, donc, on l'a dit, sont dans la majorité des cas des masques dits grand public ou des masques jetables, à l'exception des personnes présentant donc un risque de développer une forme grave du virus, pour lesquelles il convient de les équiper avec des masques chirurgicaux et uniquement des masques chirurgicaux. Et puis enfin, cette généralisation du port de masque s'accompagne d'un certain nombre d'exceptions, dérogations, cas particuliers que chaque entreprise va pouvoir mettre en œuvre après avoir réalisé une analyse de risque propre à son entreprise, et la mise en œuvre va également dépendre de la zone géographique dans laquelle l'entreprise se trouve. Je vous rappelle, il y a des zones vertes où on considère que le virus circule faiblement, des zones oranges à circulation modérée et les désormais célèbres zones rouges à circulation active du virus, des zones qu'on appelle maintenant des ZAC, zones de circulation active. Alors, le protocole permet donc un certain nombre d'assouplissements sur l'application ou la généralisation du port du masque dans les bureaux partagés. Mais un salarié qui est donc à son poste de travail pourra l'enlever
de manière temporaire si un certain nombre de critères sont réunis. Notez qu'il est toutefois exclu que le salarié puisse retirer un masque de façon permanente sur toute une journée. Alors, ces critères vont varier selon la couleur de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans une zone verte, pour pouvoir lever temporairement donc l'application du port du masque, il va falloir que l'entreprise réunisse 4 conditions cumulatives. La première, c'est une ventilation ou une aération fonctionnelle et ayant bénéficié d'une maintenance. Et cette aération ou ventilation doit apporter un air provenant de l'extérieur. L'entreprise doit également mettre à disposition des écrans de protection entre les postes de travail, mettre à disposition des salariés des visières et mettre en œuvre une politique de prévention avec notamment la nomination et la définition du poste de référent Covid, plus une procédure de gestion rapide des cas personnes symptomatiques. Donc voilà pour les 4 conditions qui permettraient donc de lever le port du masque dans une zone verte. Dès lors que vous allez vous trouver dans une zone orange, à ces 4 conditions s'en rajouteront 2 autres. La possibilité de déroger au port du masque ne sera limitée qu'aux locaux de grand volume et ces locaux doivent disposer d'une extraction d'air haute. Et enfin, si votre entreprise se trouve dans une zone rouge, on va encore cumuler 2 autres conditions. Donc, on en est à 4 plus 2 plus 2, soit 8 conditions à réunir. Et les 2 dernières conditions à réunir pour lever l'obligation du port du masque dans la zone rouge, c'est des locaux bénéficiant là pour le coup d'une ventilation mécanique et avec un espace suffisant pour garantir aux personnes un espace de 4 mètres carrés par personne pour permettre la distanciation. Alors 4 mètres carrés par personne, c'est assez simple. Vous prenez un espace de 100 mètres carrés, le nombre maximum de personnes simultanées dans cet espace de 100 mètres carrés, c'est 25 personnes. Alors, je vous en ai parlé 2 mots tout à l'heure. Ce texte s'accompagne d'un certain nombre de dérogations également. Alors, la première des dérogations concerne les travailleurs en atelier. Effectivement, les salariés qui travaillent dans les ateliers sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne. À ce moment-là, l'entreprise peut accorder une dérogation en subvenant ou en s'assurant néanmoins d'un certain nombre de dispositifs. Le fonctionnement des dispositifs de ventilation ou les aérations doivent avoir été certifiés conformes à la réglementation. Le nombre de personnes présentes dans la zone de travail reste limité et ces personnes doivent respecter la plus grande distance possible entre elles, y compris pendant leur déplacement. Et ces personnes doivent porter une visière. Alors, dans le cas où la dérogation, là aussi, est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité et reprendre un petit peu, on va dire, de confort quant à sa respiration ou à sa transpiration. Il n'a toutefois pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail. Et puis, par ailleurs, pour certains métiers dont la nature même de l'exercice rend incompatible le port du masque, les entreprises pourront justifier de ces travaux particuliers afin de définir un cadre adapté à l'entreprise. Et puis la deuxième dérogation, je pense que c'est celle qui a fait l'objet de plus de médiatisation, pour tous les salariés qui travaillent donc en présentiel, mais qui sont néanmoins seuls dans un bureau ou dans une pièce qui leur est dédiée, n'ont pas besoin de porter le masque dès lors qu'ils sont seuls dans ce bureau. Donc, ça signifie que le masque redevient nécessaire en présence d'un visiteur ou d'un collègue qui viendrait demander un renseignement ou échanger un papier. Dès lors qu'on est 2, le masque redevient préconisé pour ces 2 personnes. À ces dérogations s'ajoutent des cas particuliers.
Alors, le premier cas particulier concerne les travailleurs en extérieur. Le protocole prévoit à ce moment-là que le port du masque ne s'impose pas dans la mesure où il n'y a pas de regroupement de salariés et qu'il y a un maintien possible des distanciations sociales. À noter toutefois que cette règle ne dispense pas, le cas échéant, du respect des règles fixées par arrêté préfectoral qui peuvent-elles imposer le port du masque dans certaines catégories d'établissements recevant du public ou sur la voie publique. Les chantiers, quant à eux, qui sont précisément délimités et dont l'accès au public est interdit, ne constituent pas en soi des espaces publics soumis aux arrêtés préfectoraux. Alors, dans ce cas-là, le protocole, tel que mis en œuvre par les employeurs à la suite d'une évaluation des risques, s'appliquera aux travailleurs présents sur ces chantiers. Et enfin, autre cas particulier, celui des travailleurs partageant un véhicule professionnel. On pense là à tous les commerciaux qui peuvent covoiturer, on pense là à tous les ouvriers qui utilisent une camionnette d'entreprise. Pour ces personnes-là, l'utilisation du véhicule professionnel est possible à la condition que chaque occupant soit muni d'un masque, qu'ils aient à leur disposition et une procédure et le matériel pour préserver l'hygiène des mains, et également que l'entreprise ait mis à disposition une procédure de nettoyage ou de désinfection régulière du véhicule. Et enfin, le texte ouvre une voie de dérogation pour certaines catégories de salariés pour lesquels des négociations sont encore en cours avec les partenaires sociaux et le texte pourrait donc être amené à évoluer au fil de ces négociations. Alors, par rapport à ces catégories socio-professionnelles, on pense à tous ceux dont le métier est la prise de parole, les interventions orales, la prise de parole publique. On pense également à tous ceux qui s'adressent à des publics sourds ou malentendants, ou ceux dont le cœur de métier réside dans leur image ou dans la transparence des débats. Voilà. Donc pour tous ces salariés-là, les négociations ne sont pas encore terminées et des précisions seront diffusées au fil de l'avancée de ces négociations. Merci. Un point sur la distance physique à adopter en entreprise. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, le port du masque est généralisé, mais il ne se substitue pas à la distanciation physique, tout comme la distanciation physique ne suffit pas à respecter les règles et rend le port du masque obligatoire. Donc en fait, il faut appliquer les deux, et la distanciation physique et le port du masque. Alors, concernant les règles de distanciation physique, aujourd'hui dans l'entreprise, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un mètre lui permettant de respecter la distanciation physique, au moins 1 mètre par rapport à toute personne qui l'entoure. J'entends par personne les autres salariés, collègues, mais également tout ce qui constitue la clientèle, les usagers, les prestataires. Donc, maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, ça, c'est la règle de base de la distanciation physique. La distanciation, elle se met en place au niveau de l'entreprise lorsque elle peut réguler ses flux, voire mettre en place des plans de circulation qui va permettre donc à l'entreprise de limiter l'affluence, les croisements, les concentrations de personnel ou de clients. Et puis cette distance, elle peut également se gérer par la mise en place de jauges qui précisent le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace. Cette jauge devrait être affichée à l'entrée de ces espaces de type salle de réunion, vestiaire, salle de pause, etc. Salle de pause, on a tous dans l'entreprise l'habitude de se retrouver pour boire un petit café à la pause de 10 heures, ce qui est très convivial, mais c'est souvent dans ces moments-là que l'attention se relâche et que l'on finit par oublier les règles de base.
D'où l'intérêt dans ces espaces-là de rappeler que le nombre de personnes simultanées est limité. Donc les employeurs vont avoir l'obligation de revoir un certain nombre d'organisations des espaces de travail, et cette réorganisation va par un plan de gestion des flux, et ce plan intègre également des plans de circulation, c'est-à-dire des entrées et des sorties distinctes, des couloirs à sens unique, voire des sens de rotation dans les entreprises, de manière à limiter effectivement tout ce qui est croisement, regroupement. Et puis donc pour les espaces communs, la définition d'une jauge. Cette jauge donc va préciser le nombre de personnes maxi présentes en simultané dans un espace. Elle est calculée en fonction de l'espace de la superficie du local, mais il n'est plus nécessaire pour ce calcul de prendre en compte la surface effective. Dans des versions antérieures, l'employeur devait retrancher l'espace ou les surfaces occupées par le mobilier de l'espace total pour pouvoir calculer le nombre maxi. Non, désormais tout ça est beaucoup plus simple. C'est 4 mètres carrés par personne dans une pièce, quelle que soit la configuration de la pièce. Merci Denis. Denis, vous êtes notre référent Covid dans notre association AST67. Vous êtes bien placé maintenant pour nous dire quel est le rôle de ce référent Covid dans chaque entreprise. Effectivement, Gaël. Alors, cette crise sanitaire a fait émerger ce nouveau métier dans les entreprises. Le référent Covid, initialement prévu dans les secteurs des entreprises du BTP, il s'est généralisé maintenant et est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ce, afin d'assurer la protection des salariés. Mais qu'est-ce que c'est qu'un référent Covid? Quel est son rôle? Qui peut être référent Covid? Alors, à noter qu'aucune condition n'est imposée pour pouvoir devenir référent Covid. Il faut juste que l'employeur nomme une personne. Cette personne devrait à minima être volontaire ou en tous les cas d'accord pour pouvoir exercer cette fonction. Je voudrais préciser que dans les entreprises de petite taille, le référent Covid peut être tout simplement le dirigeant de l'entreprise. Alors, quel est le rôle du référent Covid? Eh bien, il s'articule autour, on va dire, de 3 grands axes. Le premier axe est de veiller en priorité au respect des mesures mises en place dans l'entreprise et notamment la mise en application des gestes barrières sur le lieu du travail afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous les salariés. Donc, c'est un rôle orienté vers les collègues du référent Covid. Sa seconde mission, c'est de veiller au respect du protocole et des protocoles, puisque du coup, l'entreprise va écrire ses propres procédures. Donc, il doit également s'assurer que toutes les mesures de sécurité qui ont été définies soient bien adaptées et respectées de tous. Pour ça, il lui appartient d'évaluer les risques d'exposition au virus cas par cas ou situation par situation, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de prévention ou des mesures de protection collective, de veiller au déploiement de ces consignes et des mesures de sécurité, et puis d'apporter soutien et assistance à ses collègues et ses collaborateurs. Et enfin, le référent Covid va participer à la détection des cas contacts. Docteur François Sigel va vous en parler tout à l'heure, mais dès qu'un cas aura été détecté dans l'entreprise, le rôle du référent Covid est d'établir une matrice d'exposition, c'est-à-dire une liste des personnes qui auraient été exposées. Cette matrice, il la tient à la disposition de l'assurance maladie, laquelle est en charge du tracing et du dépistage. Donc, pour pouvoir assurer ces 3 missions, il convient de dire que le référent Covid est un interlocuteur incontournable des collaborateurs, bien entendu, en relation étroite avec les ressources humaines, avec le Conseil social et économique ou les représentants du personnel, et également avec le service de santé au travail dont il dépend, ou dont l'entreprise dépend plus précisément.
Merci Denis, ce protocole, vous nous l'avez bien détaillé, décortiqué, expliqué, mis des mots dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en œuvre en entreprise? Comment ça se transforme dans la réalité de l'entreprise? Alors, pour pouvoir le décliner maintenant ce protocole, donc je l'avais dit en introduction, dès la parution de ce protocole, l'entreprise prend, on va dire, un certain nombre de mesures pour rendre systématique le port du masque. Ces mesures peuvent être écrites soit dans une note de service, soit à travers une mise à jour du règlement intérieur. Ensuite, après, l'entreprise a la nécessité de faire une évaluation des risques dans les conditions définies par le Code du travail. Et ensuite, après, chaque entreprise va pouvoir décliner les dispositions du protocole et les mettre en place au fur et à mesure, on va dire, de leur mise au point. Tout ça en privilégiant le dialogue social pour pouvoir mieux les décliner et se les approprier. Et puis tout ça en prenant également en compte la réalité du terrain, la réalité du travail. Donc souvent, ça va prendre la forme d'un plan d'action régulièrement mis à jour, ce plan d'action garantissant et sa faisabilité et l'effectivité des mesures. Alors, le rôle du CSE, c'est de prendre en compte la réalité de l'activité de l'entreprise, de prendre en compte également la situation géographique, la situation épidémiologique, mais également aussi les différentes missions confiées aux collaborateurs de l'entreprise. Donc cette réflexion conduite avec les partenaires sociaux va permettre d'anticiper les difficultés concrètes liées à leur mise en œuvre. L'information des salariés, une chose évidemment très importante, donc elle va pouvoir prendre la forme soit d'une note de service, soit d'une mise à jour du règlement intérieur de l'entreprise. Cette information est évidemment indispensable pour pouvoir trouver des solutions opérationnelles et puis va permettre aussi de renforcer la confiance des salariés dans la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité en toute sécurité. Concernant la mise à jour du règlement intérieur, les mesures relatives à la lutte contre la Covid-19 et au port du masque doivent être inscrites dans le règlement intérieur de manière à constituer soit une obligation, soit une interdiction, soit une limitation de faire. Ça ne peut pas être une mise à jour, on va dire, relativement vague, très précis, et c'est ces précisions qui vont dès lors rendre l'obligation du port du masque obligatoire puisqu'inscrite dans le règlement intérieur et permettent à l'employeur de le faire respecter et, si besoin, de justifier une sanction disciplinaire et proportionnée aux salariés qui ne respecteraient pas ces points du règlement intérieur. Et puis enfin, la mise en œuvre de ce protocole est au sens large du train de mesures nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité et la santé des salariés, et bien elle se fait également avec le service de santé au travail, avec AST 67 pour les entreprises du Bas-Rhin. Les services de santé au travail sont pleinement mobilisés dans la lutte contre la propagation de ce virus et de cette maladie. Et parmi leurs principales missions, on va retrouver des réponses aux sollicitations des entreprises et des salariés, que ce soit sur les mesures de prévention, que ce soit des messages diffusés à l'intention des employeurs ou des salariés, des messages de prévention contre les risques de contagion. C'est ce que nous faisons en partie avec ce webinaire, mais on peut également avoir des conseils concernant le nettoyage, la désinfection, la prise en charge des personnes symptomatiques. Les services de santé au travail sont également un appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention. Elles accompagnent les entreprises amenées à accroître ou à adapter leur activité dans le cadre d'une crise sanitaire telle qu'on la connaît. Et puis, le service de santé au travail, enfin, suit les salariés ayant été en contact avec le virus ou les salariés constitués, on va dire, ou déclarés comme étant des personnes vulnérables à forme grave de la Covid-19. Voilà les dispositions donc de mise en œuvre, d'une part par le dialogue avec les partenaires sociaux et d'autre part avec les conseils avisés de vos équipes de santé au travail.
Merci Denis pour toutes ces précisions. Docteur François Sigel, alors comment rendre maintenant efficace et efficient ce protocole en entreprise? Comment passer de la théorie au réel, du papier au chantier? Comment prévenir la survenue de clusters en entreprise? Vous allez tout nous dire. Bonjour à tous, je vais essayer de tout vous dire, en tous les cas de vous éclairer sur certains points complémentaires, mais avant d'y aller, on va considérer à ce point du développement du PowerPoint et de la présentation du webinaire que le port et les différents types de masques, les gestes barrières, la distanciation physique, ce sont des points acquis. Vous avez bien compris que la prévention des clusters aussi passe par les éléments qui viennent de vous être décrits en détail par notre référent Covid. Voilà. Si besoin, vous pouvez bien évidemment vous référer au guide des webinaires précédents disponibles sur le site d'AST en replay ou en téléchargement. Nous allons maintenant nous concentrer sur des points de vigilance lorsqu'un cas se présente pour prévenir l'apparition d'un cluster d'entreprise. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cluster? Le cluster est défini en général par la survenue de 3 cas confirmés en entreprise. À ce moment-là, l'ARS, Agence régionale de santé, va intervenir pour tout cluster identifié dans le cadre d'une politique d'isolement des personnels potentiellement contaminés. Et l'ensemble des personnes contacts de ces cas confirmés va être testé. La directe est informée. Par contre, dans les établissements médico-sociaux, c'est un peu différent parce qu'ils ont été particulièrement impactés par la pandémie et le cluster, on considère que le cluster commence au premier cas. L'ARS intervient donc dès le premier cas identifié et confirmé le dépistage RT-PCR, c'est-à-dire les couvillons dans le nez, se fera par l'ensemble des personnes, que ce soit le personnel, les résidents, les patients, ça dépend de l'établissement. Quels sont les enjeux d'un cluster pour l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question des clusters en entreprise? Parce qu'à l'évidence, il y a un enjeu dans un contexte qui est déjà très, très perturbé, il y a un enjeu de perte économique supplémentaire, comme si ça ne suffisait pas, une perte de confiance à la fois des salariés et peut-être une dégradation de l'image de l'entreprise au niveau des clients et des partenaires. Donc, oui, pour nous, il s'agira dans le cadre de nos missions d'éviter les altérations de la santé de vos équipes. Et pour vous, il s'agira de continuer à tenir le cap dans la tempête actuelle avec vos équipes. Alors, un cluster commence avec un cas confirmé. Mais c'est-à-dire qu'en amont de cette confirmation, c'est dire l'importance de la gestion de tout cas suspect d'être un Covid-19. Et une personne présentant les symptômes qui vont être définis devrait faire un test immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'un cas suspect? Toute personne qui présente un ou plusieurs des symptômes suivants, c'est la fièvre, frissons, sueur, température, c'est la fatigue inexpliquée ou inhabituelle, ce sont les maux de tête en l'absence d'un contexte habituel de migraine, ce sont les courbatures ou les douleurs musculaires, c'est la perte d'odorat ou de goût, c'est la toux ou l'augmentation d'une toux habituelle, ce sont les troubles intestinaux de type diarrhée, vomissement, ce sont les difficultés inhabituelles à respirer ou un essoufflement inhabituel. Donc, lorsqu'on suspecte quelqu'un d'être potentiellement un Covid-19 sur l'un de ces ou plusieurs de ces symptômes, eh bien, il y a une conduite à tenir, à déployer. Il faut donc anticiper la survenue d'un cas suspect, car ce n'est pas dans une situation critique que vous saurez déployer les bons réflexes s'ils n'ont pas été réfléchis en amont.
Dans l'entreprise, les protocoles de gestion des cas suspects doivent avoir été élaborés en amont en collaboration avec votre référent Covid et le médecin du travail. Pour cela, vous pouvez vous baser sur l'arbre décisionnel publié par le ministère de la Santé, que vous retrouvez sur tous les sites du gouvernement ou du ministère de la Santé et de la Solidarité, ainsi que sur le protocole type que vous pouvez télécharger à partir du site internet d'AST 67 et pour lesquels nous vous indiquons les liens à la fin de ce document. Les protocoles ont vocation à définir les conditions très opérationnelles de la gestion du cas suspect. Ça veut dire quoi? Quel est le ou quels sont les lieux de l'isolement dans l'entreprise? Quelles sont les personnes intervenantes? Quels sont les équipements nécessaires? Quelles sont les différentes phases de la prise en charge? L'isolement d'abord, l'évacuation ensuite, la désinfection des locaux, la gestion des déchets. Vous pourrez donc retrouver tout le détail de cette conduite à tenir dans le protocole type d'AST 67. Alors, évacuation, isolement d'abord, on vous a dit isolement d'abord, évacuation ensuite. Mais l'évacuation, elle passe par une évaluation des signes de gravité. Soit il y a des signes de gravité, difficultés respiratoires manifestes avec respiration rapide, soit des troubles de la conscience, du comportement ou un malaise, vous appelez le 15 sans aucune hésitation. Si vous avez une hésitation, vous appelez le 15 aussi pour vous laisser guider. Si le salarié, par contre, ne présente pas de signes de gravité, il va présenter, par exemple, un rhume ou de la toux, on peut organiser l'évacuation avec des proches. Il faut éviter les transports en commun et le salarié va joindre son généraliste pour un avis. Une fois le cas suspect évacué, on procédera au nettoyage et à la désinfection du poste de travail et des locaux dédiés à l'isolement, à l'évacuation des déchets selon des protocoles qui auront également été définis en amont. Il faudra encore identifier rapidement les contacts professionnels habituels et occasionnels du salarié. Pour cela, il vaut mieux qu'il soit encore là et nous y reviendrons plus tard. Ok, ça c'était pour les cas contacts. Et que faire quand une personne présente des symptômes divers, le nez qui coule, voilà, un petit peu pas bien. C'est bien pour ces questions-là que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous en rentrons dans un contexte d'infection saisonnière habituelle. Hein. Les rhumes, les toux se multiplient. Beaucoup de médecins encouragent à faire la vaccination anti-grippe pour ne pas superposer les problématiques. Hein. Mais à partir de quand un rhume est-il suspect, quand une toux est-elle suspecte, c'est la raison pour laquelle nous recommandons que les salariés appellent leurs médecins généralistes leurs médecins traitants qui vont contextualiser l'évaluation de la situation en fonction de la connaissance qu'ils ont de leurs patients et des signes cliniques présentés. Hein, c'est évident qu'une toux chez un bronchiteux chronique n'aura pas la même valeur qu'une toux qui survient au milieu de nulle part. Hein. Mais les recommandations gouvernementales restent de tester toute personne symptomatique. Et nous savons bien aujourd'hui que les délais des tests s'allongent un peu. Donc, la situation n'est pas simple jusqu'à la confirmation des cas. Donc, pardon, je suis un peu rapide avec mon doigt. Un cluster commence à partir du premier cas confirmé. Hein. Donc, la problématique du cluster va commencer avec ça. C'est dire l'importance de la gestion de tout cas suspect et de l'importance des tests. Si un test est positif, la personne sera déclarée dans la base de contact tracing de l'assurance maladie et la recherche des contacts se mettra en route. Car un cas confirmé est susceptible d'avoir contaminé d'autres personnes avant tout symptôme. Et c'est ça la difficulté. Alors, le cas confirmé, c'est une personne qui a présenté les symptômes décrits plus haut, qui a fait un test PCR. Elle est prioritaire au niveau des laboratoires,
Les résultats lui seront communiqués au mieux sous 24-48 heures, mais dans certains cas, les résultats ne seront pas disponibles jusqu'à 7 jours. Donc ça, c'est l'extrême, hein. S'ils sont positifs, cette personne est susceptible d'avoir contaminé d'autres personnes à partir de 48 heures avant ses symptômes. Et si le test est arrivé qu'au bout de 7 jours, c'est pendant les 7 jours, hein. Cette personne testée positive est déclarée dans la base de contact tracing. Elle reste, si elle est symptomatique, elle reste en arrêt maladie jusqu'à guérison évaluée par son médecin traitant. En revanche, il y a des cas qui sont testés et qui, sans aucun symptôme, ces cas-là restent à l'isolement pendant 7 jours. C'est la modification introduite par la mise à jour du 17 septembre du protocole national sur la santé et sécurité des salariés, dont Denis Ricat, notre référent Covid, vient de vous parler. Que faire au retour d'un cas confirmé? Ces personnes-là vont revenir. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Alors, à la fin d'un arrêt de travail, la fin d'un arrêt de travail signifie une reprise d'activité. Il n'est pas prévu que la personne revoie son généraliste avant de revenir. Il n'est pas prévu non plus que ceux-ci délivrent un quelconque certificat de non-contagiosité qui est absolument non conforme, et c'est ce que le Conseil de l'ordre vient de rappeler. Donc, les employeurs ne doivent pas demander de certificat de non-contagiosité. Alors, que doivent-ils faire, hein? Eh bien, si l'arrêt de travail a été de plus de 30 jours, comme il est d'usage, il faut demander une visite de reprise au médecin du travail. Sinon, il est recommandé de demander une visite à la demande de l'employeur si l'absence est de moins de 30 jours. Pardon. Le médecin vérifiera les examens complémentaires si les salariés les apportent. Il vérifiera l'état de santé du salarié sous l'angle du Covid-19 de son poste de travail. Il rappellera les gestes barrières à respecter leur importance et il pourra surtout préconiser des aménagements de poste tels que, par exemple, le télétravail. Comment gère-t-on les cas contacts? D'abord, qui sont-ils? Quelles sont ces situations à risque? Bref, on fait un point là-dessus, c'est pas clair. Voilà. La gestion des cas contacts va se faire à partir d'un cas suspect, c'est-à-dire présentant des signes de potentiel de Covid-19 et qui vient d'être confirmé, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise, donc qu'il soit professionnel ou familial ou dans la sphère privée. La recherche des contacts ou contact tracing va se mettre en place au niveau d'Amélie ou de l'assurance maladie, si vous préférez. Ce peut également être à partir de la découverte d'un cas testé positif au RT-PCR sans aucun symptôme. Et ce tracing des cas contacts va être organisé à 3 niveaux: le médecin traitant qui prend en charge le cas, la CPAM et l'ARS. Alors, qui sont ces cas contacts? Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, le cas contact est informé par l'assurance maladie ou un proche ou un collègue qu'il a été identifié comme contact à risque. Il s'agira a priori des personnes de l'environnement familial où on va rechercher les contacts en priorité, puis aussi les personnes de la sphère privée, la sphère sociale, rencontrées occasionnellement sans masque, puis les collègues habituels de travail et les collègues et les personnes rencontrées occasionnellement à la faveur du travail, que ce soit par exemple des clients, des livreurs, le facteur, que sais-je. Mais la question qui se pose, est-ce que tous ces contacts sont-ils des contacts à risque donc de contamination? Les 3 situations qui ont été repérées comme étant des situations à risque de contamination sont le contact en face à face à moins d'1 mètre, quelle que soit sa durée. C'est par exemple le contact au restaurant, hein. C'est le partage d'un espace confiné, bureau, voiture, pendant au moins 15 minutes, ou c'est le face à face pendant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement dans un espace confiné, tout cela sans masque.
c'est-à-dire l'importance du port de masque en entreprise. Quelle est la période sur laquelle on va tracer on va rechercher les contacts? Dans le cas d'un cas confirmé symptomatique, c'est à J-2 des symptômes. Donc, si quelqu'un n'accède par exemple au test que 7 jours plus tard, on va chercher sur 9 jours. Le cas testé est asymptomatique, lui, on va le rechercher à J-7. Tout cela va être défini par la cellule de contact tracing de la CPAM. L'assurance maladie va informer les personnes contact à risque et leur donne la marche à suivre. C'est elle qui va les informer, les contacter. Donc, alors, il faut quand même avoir conscience que c'est sur la base des informations recueillies. Si les résultats du test sont positifs, les équipes de l'assurance maladie chargées des enquêtes donc sanitaires appelleront la personne malade pour identifier les personnes susceptibles d'avoir eu avec elle des contacts à risque pendant la période de contagiosité. Elles appelleront également ces personnes contacts en ne communiquant le nom de la personne malade à l'origine du contact que si cette dernière a donné son accord explicite, afin de leur conseiller de s'isoler avec, si besoin, un arrêt de travail et de réaliser un test de dépistage, même en l'absence de symptômes. Donc, le contact tracing, le pivot du contact tracing, c'est la personne qui a été cas confirmé. Donc, on en appelle à sa responsabilité. Et puis, on en appelle aussi au fait que les entreprises doivent rester en contact avec cette personne-là pour réagir au mieux. Donc, que cette personne soit symptomatique ou non, en première intention, le contact tracing s'établit sur les déclarations de cette personne testée. L'expérience montre néanmoins que l'attention du contact tracing est focalisée sur la sphère privée. Parce que, comme vous, comme moi, en première intention, on pense surtout à nos proches. Lorsque l'entreprise est informée, elle doit par conséquent établir une matrice des contacts habituels ou occasionnels sur les 7 derniers jours de manière le plus proactive possible. Et il est donc indispensable d'échanger avec le salarié testé positif pour qu'il n'omette pas d'indiquer à la cellule de contact tracing ses contacts professionnels. Et tous les contacts ainsi identifiés au niveau de l'entreprise et déclarés à la cellule de contact tracing vont bénéficier d'un test PCR. Dans l'attente du test, ils bénéficieront d'une mesure d'isolement, télétravail ou poste isolé ou mesure barrière renforcée. Dès qu'il est informé d'un cas, l'employeur établit une matrice de cas contacts habituels ou occasionnels, au moins sur les 7 derniers jours, notamment lorsque le cas confirmé est asymptomatique. Par contre, seulement sur les 2 derniers jours s'il présente des symptômes, mais l'employeur n'en a pas toujours connaissance. Donc, a priori, il faut explorer les 7 derniers jours. Évaluer si ces contacts étaient à risque. Est-ce qu'il y a eu absence de port de masque, ce qui ne devrait plus trop être le cas en entreprise, en dehors des réfectoires? Communiquer avec le salarié à l'origine des contacts à risque et informer le médecin du travail, bien évidemment, pour échanger avec lui sur les marches à suivre. Merci, Dr Sigel. On va presque terminer ce webinaire avec un point sur les rôles de l'employeur. On a abordé ce sujet-là de manière transverse durant tout le webinaire. Et faisons un point rapide sur les rôles essentiels de l'employeur. Oui, en effet, le rôle de l'employeur ne se limite pas au contact tracing, ni à la mise en place de l'organisation de la prévention primaire. Donc, on va passer en revue ce que l'employeur peut faire dans le contexte de cette crise. Il va organiser les mesures sanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Organiser le télétravail, le rendre possible, organiser les postes isolés, les rendre possibles, la distanciation sociale au sein de l'entreprise, les gestes barrières avec les équipements qu'il faut,
les masques, etc. Il va élaborer une procédure de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques et des conditions de désinfection et gestion des déchets Covid. Il va désigner un référent Covid-19 et il va être proactif dans le contact tracing professionnel. Il va réaliser aussi une analyse du risque et mettre à jour le DU sous l'angle du Covid. Pour tout cela, il pourra s'appuyer vraiment utilement sur le service de santé au travail et sur AST 67, le site internet, etc., qui ont accompagné les adhérents pendant toute la crise. Merci, Dr Sigel. Merci, Denis Ricat. Alors, pour terminer, une diapo qui vous récapitule ici les ressources à votre disposition. Donc, tout un tas de documents à télécharger sur notre site internet www.ast67.org. Vous y trouverez le guide qui concerne la prévention de clusters en entreprise. Et ce webinaire vient accompagner la publication de ce guide-là. De la même manière, nous avions publié un guide sur le référent Covid, accompagné également d'un webinaire avant l'été. Un webinaire également et un document sur la mise à jour du document unique sous l'angle du risque Covid. De la même manière, un document récapitulatif sur les différents types de masques qui restent toujours d'actualité. Un protocole de prise en charge de cas symptomatiques, entre autres dans la boîte à outils du site internet. Tous nos webinaires sont accessibles, tous les replays de nos webinaires sont accessibles depuis notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Et puis des ateliers, alors on vous propose des ateliers à nouveau en présentiel, avec un nombre de personnes réduite et dans le respect évidemment de tout ce qu'on vient de dire, donc des mesures sanitaires. Alors on a un atelier sur le référent Covid, un atelier sur les référents Covid, il reste encore des places d'ici la fin de l'année. Et un atelier sur la mise à jour du DU, et là, il faudra attendre 2021. Nous sommes victimes de notre succès. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce sujet-là. Nous allons maintenant nous faire l'écho de vos questions. Alors, je vais juste désactiver mon partage d'écran pour nous laisser un petit peu plus de place pour voir nos trombines. Alors, on a répondu à beaucoup de questions en live, que ce soit Denis ou Françoise. Je vais me faire l'écho maintenant de quelques questions qui pourraient intéresser le plus grand nombre. Alors, une question a été posée sur la matrice d'exposition. Est-ce que Denis ou Françoise, vous pouvez nous dire quel est le contenu de cette matrice d'exposition et à quoi elle sert ? Alors, dans le cadre effectivement de la mission du référent Covid, dès qu'un cas dans l'entreprise aura été confirmé positif, le référent Covid va établir effectivement la liste des personnes qui ont été exposées à la personne positive. Exposé veut dire ayant eu un contact avec la personne positive et le cas échéant, un contact à risque, c'est-à-dire sans protection ou avec une distance de moins d'1 mètre. Et donc, le référent Covid établit cette matrice. Donc, c'est une liste de personnes. Pour les grandes entreprises, elle peut être constituée par unité de travail pour faciliter la tâche. Mais une liste des personnes qui va reprendre éventuellement, enfin bien évidemment les collègues, les collaborateurs avec lesquels cette personne aura échangé, mais également les clients, les fournisseurs qu'elle aura pu rencontrer dans la période donc qui précède son test positif. Merci Denis. Alors, je profite de vous avoir dans les oreilles pour continuer avec vous. Y a-t-il un nombre de salariés par référent Covid ? Peut-il s'agir, quand il y a plusieurs sites, comment on fait ? Est-ce qu'il peut y avoir un réseau de référents Covid ? Alors, le texte ne donne pas de volume de salariés par référent Covid. Le texte dit que l'entreprise doit désigner un référent Covid.
Par contre, effectivement, pour des entreprises suffisamment dimensionnées ou ayant des différents lieux de travail, différents points d'implantation, ben, l'entreprise peut tout à fait nommer plusieurs référents Covid qui se répartissent la tâche secteur par secteur ou établissement par établissement. Alors là, on peut parler d'un réseau de référents Covid. Il y a un réseau que si effectivement ces référents, on va dire aussi, partagent et mettent en commun leur retour d'expérience de manière à harmoniser les pratiques du référent Covid. Merci Denis. Docteur Sigel, une question pour vous. Alors, une question que beaucoup de personnes se posent. Hein. Alors, tout le monde porte le masque, les collègues, les clients. Et en cas de personne positive, les personnes masquées sont-elles qualifiées de personnes contact à identifier ou non? Alors, la question, je suis prudente dans la réponse. Hein. Oui. A priori, c'est bien les contacts à risque, c'est-à-dire ceux qui se sont faits sans masque dans les 3 situations que je vous ai décrites. Donc, le problème se pose, il faut faire attention à l'analyse qui serait une analyse de poste de travail uniquement. Hein. Oui, au poste de travail, la situation est maîtrisée, chacun est à son poste, il porte le masque, etc. Ou alors ils sont en distance, etc. Le problème vient très souvent dans les entreprises des autres lieux, les vestiaires, les toilettes, tous les lieux où on se croise, qui sont des lieux publics dans l'entreprise, et plus particulièrement les réfectoires, où en plus là, on ne peut pas aller avec les masques. Hein. On ne peut pas manger avec les masques. Donc, il faut être prudent. Dans cette situation-là, il faut aussi essayer de repérer si les gens mangeaient ensemble. Hein. Si vous avez un cas confirmé et si la collègue, c'est toujours la même collègue qui mange avec lui, c'est évident qu'il faut la déclarer comme cas contact à risque. Hein. Donc, il faut un peu interroger la personne. C'est pour ça que je dis que c'est plus simple de commencer à faire la matrice de tracing contact ou d'exposition lorsque le cas confirmé est encore là, où il faut au moins l'avoir au bout du téléphone. Une autre question, je vous garde, docteur Sigel. Les personnes contacts en entreprise, en attendant le résultat du test, doivent-elles continuer à travailler ou doivent-elles rester à la maison? C'est la bonne question. Hein. Si une personne est symptomatique, on conseille que les personnes contacts soient isolées. Isolées ne veut pas dire à la maison. Hein. Vous pouvez organiser en entreprise du télétravail, vous pouvez organiser des postes isolés ou vous pouvez organiser des mesures barrières renforcées en attendant le résultat des tests. Hein. Donc, isolé ne veut pas dire à la maison. Ok, je suis en train de balayer les questions auxquelles on n'aurait pas répondu au long de l'intervention, mais je crois qu'on a tout balayé. Se poser la question de l'ascenseur. Est-ce que la ventilation dans l'ascenseur qui n'est pas toujours respectée, du coup, même si on porte le masque, est-ce qu'on peut quand même prendre l'ascenseur ou on privilégie des escaliers? Oh, écoutez, c'est le moment de faire du sport, hein, donc on privilégie. Gaëlle, je suppose que vous saviez ma réponse d'avance. Hein. C'est le moment de prendre les escaliers et puis on voit un peu partout dans les lieux publics, on prend l'ascenseur seul ou on prend l'ascenseur en famille, mais on ne le prend pas à plusieurs. Je reviens sur les EPI et Cyril posait la question de savoir si le masque est désormais un EPI, est considéré comme un EPI en entreprise, alors l'employeur est tenu de fournir les moyens d'entretien des EPI. Donc ça veut dire quoi? Que l'employeur doit s'assurer du nettoyage des masques lavables, qu'il doit l'assurer lui-même? J'espère que Denis ne va pas répondre autre chose que moi, parce que j'ai déjà répondu à la question. J'ai répondu que rien n'est écrit, mais ça ne me semble pas raisonnable de réunir les masques pour les laver et les redistribuer derrière. Je pense que là, honnêtement, chaque personne doit s'occuper de l'entretien de son propre masque. Quand c'est un masque grand public, évidemment, les autres ne se lavent pas. Alors, les questions arrivent un petit peu en rafale. Je reviens sur l'histoire des escaliers. Il n'y a pas toujours 2 escaliers, un pour la descente et un pour la montée. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser quand il n'y a qu'un sens de circulation dans l'escalier de prévu?
On saute par la fenêtre? Non, je crois pas. Hein. Je sais pas. Je pense que c'est la question de l'affluence. On peut gérer les flux. Donc, c'est encore une fois, alors si on fait le zoom arrière sur la prévention primaire, c'est encore une fois la question du télétravail et de faire en sorte que sur les lieux de travail, il n'y ait pas trop de personnes. Il n'y ait pas trop de personnes dans les open space, il n'y ait pas trop de personnes dans les couloirs, il n'y ait pas trop de personnes du coup dans les transports en commun. Tout ça participe de la même idée de faire respecter des distances en organisant différemment le travail. Alors, tout à fait, hein, docteur Sigel. Le texte n'impose aucun flux, aucun sens de circulation et justement laisse l'appréciation à chaque entreprise suite à l'analyse du risque et de sa configuration, de mettre en place un certain train de mesures visant à limiter les croisements ou l'utilisation des ascenseurs ou des escaliers. Donc le télétravail est la première des mesures parce que par définition, elle va limiter la présence sur le site du travail. Et ensuite, après, il peut y avoir aménagement des horaires de travail, il peut y avoir rotation des équipes, enfin tout un dispositif de mesures propre et adapté à chacune des entreprises de manière à limiter. Mais encore une fois, le texte n'oblige pas non plus à mettre un sens de circulation ou de construire un deuxième escalier pour répondre à la question de Gaël lorsqu'il n'existe pas. S'il n'y a qu'un seul escalier pour accéder au lieu de l'entreprise, évidemment, il se fait dans les deux sens et du matin jusqu'au soir avec le masque. Quand on parle d'isoler un salarié, docteur Sigel, vous disiez, voilà, l'isolement, ça peut être aussi un poste isolé dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? À partir de quelle distance on estime que le poste est isolé par rapport à d'autres salariés? Écoutez, c'est pas une question de distance dans ces conditions. Hein. C'est une question d'endroit où on isole le salarié. C'est ça. Ensuite, je pense que là, pour le coup, c'est un salarié qui ne doit pas aller dans le réfectoire. Alors, on ne va pas l'empêcher d'aller aux toilettes, mais il faudra réguler le flux. Il ne faut pas qu'il y soit en même temps que d'autres, etc. Donc, c'est compliqué à faire. Hein. Il faut être extrêmement vigilant. Je recommande la plus grande vigilance parce que si le test revient positif, on verra qu'avec les contacts qu'il a eus dans la semaine qui s'est écoulée avant d'avoir un test, il faut qu'il rencontre le moins de personnes possible. Ou alors, il faut que l'entreprise dise, tu restes chez toi. Donc, tout est question de circonstances. Hein. Si cette personne peut télétravailler, bien évidemment, il faut lui dire de faire du télétravail. Bien évidemment, ça tombe sous le sens. Mais pour tous les salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail, il faut organiser, si possible, le poste isolé. Si c'est un poste partagé, il ne faut pas le faire. Je vais rebondir dans le réfectoire. Est-ce qu'on doit apporter ses propres couverts au réfectoire? Première question. Et deuxième question, qu'en est-il aujourd'hui de la gestion des fontaines? Est-ce qu'on peut laisser les fontaines à eau pour les clients, pour les personnels? Est-ce que ça a évolué? Denis, vous voulez répondre ou je peux répondre? Si vous voulez, oui, je peux répondre. L'utilisation des fontaines à eau a été rendue possible, et notamment au cours de cet été, ne serait-ce que pour pouvoir rafraîchir un salarié ou un client qui aurait un coup de chaud. En tout état de cause, on ne va pas laisser l'utilisation de la fontaine en libre service. C'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de précautions, soit en mettant à disposition, à proximité de la fontaine, un gel hydroalcoolique pour pouvoir se nettoyer les mains avant de l'utiliser, soit en retirant, par exemple, je l'ai vu sur certains sites, en retirant les gobelets du distributeur et en assurant, on va dire, la distribution des gobelets au coup par coup pour pouvoir, on va dire, maîtriser l'utilisation de la fontaine. Mais pour le coup, la fontaine et le dispositif de rafraîchissement et doivent rester opérationnels. Une question est posée sur les tenues de travail. Est-ce qu'il faut prévoir une tenue de travail spécifique dans le cas où on exerce une activité en contact avec des clients?
Alors, je peux prendre la question. On a beaucoup entendu parler effectivement de travailleurs qui viennent avec leur tenue de ville, se changent et enfilent la tenue de travail. Tous ceux qui, par exemple, disposent de vestiaires dans l'entreprise vont effectivement faire ou prendre les précautions pour que les différentes tenues de ville et de professionnels ne soient pas en contact. Pour les autres, il n'y a pas plus de risque à venir travailler. Vous voyez, moi j'ai ma chemise sur moi aujourd'hui et elle va faire la journée, puis elle va rejoindre le cas, c'était un salon de coiffure. Hein. Laura précise, voilà. Elle travaille dans un salon de coiffure. C'était dans le contexte. Alors, dans le cadre du salon de coiffure, dans la mesure du possible, la personne qui se fait coiffer conserve son masque. Peut-être pour certaines opérations plus précises alors je connais pas les termes, mais lorsque je veux dire on s'attaque au contour d'oreille ou des choses comme ça, on va retirer le masque temporairement. Et en tous les cas, le coiffeur ou la coiffeuse, elle peut, porte un masque en permanence et peut également doubler le masque par une visière, puisque là le contact ou en tous les cas la distance entre les deux risque fort souvent d'être de moins d'1 mètre. À partir du moment où chacun porte un masque, la contamination est maîtrisée et les vêtements ne seront pas plus contaminés qu'autre chose. Docteur Sigel, je reviens. Christophe demande une précision. La personne qui attend les résultats d'un test, du coup, elle est donc chez elle, dans le cas où le télétravail n'est pas possible, cette personne isolée. Est chez elle. Alors, imaginons elle est chez elle ou elle est pas Imaginons qu'elle soit chez elle. Du coup, quel est le statut de cette personne? Elle est en congé? Elle est en arrêt maladie? C'est quoi? Non, mais quelqu'un qui télétravaille, par définition, travaille. Et si elle n'est pas en télétravail? Si elle n'est pas en télétravail, ça ne peut être que l'arrêt de travail. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu cet après-midi? Je pense qu'on a balayé toutes les questions. Écoutez, vous vouliez compléter par quelque chose, Denis, Françoise? Est-ce que vous aviez quelque chose à passer en revue au fil de l'eau les questions à laquelle j'avais... je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Si on a oublié quelqu'un, qui nous la réadresse en vitesse pour qu'elle surnage. Mais je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions qui allaient pouvoir se poser. Hein. C'est ça. Et on est bien d'accord que la période la plus délicate à traiter pour une entreprise, c'est la période avant le test. En tout état de cause, par rapport aux questions, les questions peuvent surgir dès ce soir, dès demain, à n'importe quel moment. Moi, je réinvite vraiment les personnes responsables dans l'entreprise, le responsable de l'entreprise, le référent Covid, à anticiper les questions et les situations en se rapprochant de son service de santé au travail, en interrogeant le médecin sur tel ou tel type de situation. Le médecin connaît l'entreprise et va pouvoir apporter des réponses circonstanciées, cas par cas, ou adaptées à l'entreprise. Eh bien, il me reste à vous remercier. Denis Ricat, merci. Docteur François Sigel, merci. Au revoir. Merci à tous les participants. J'ai lancé 3 questions dans la partie sondage pour recueillir vos impressions de ce webinaire de rentrée. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne fin de mois de septembre, un bel automne. Au plaisir de vous revoir dans un webinaire ou à une autre occasion. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collaborateurs, prenez soin de vos proches et à bientôt. Au revoir. Au revoir.